Bonjour, dans cette vidéo, on va poursuivre la série sur l'enrichissement, la fiscalité et la France et les solutions. Et on va étudier aujourd'hui ce que je pense être l'une des seules failles, ou du moins l'une des stratégies les plus intéressantes à mettre en œuvre, avec certains bémols que je vais essayer de vous expliquer. Avant toute chose aussi, je reçois des demandes sur ce que je pense de tous les programmes de formation des youtubeurs en France qui expliquent comment s'enrichir en France. Je préfère pas commenter. Tout simplement parce que je vous invite juste à faire ce travail de vérification. Prenez les 15 plus gros youtubeurs français et dites-moi combien sur les 15 plus gros dans le domaine de l'enrichissement supposé en France, combien d'entre eux vivent en France. La réponse, je sais pas, ça doit être 1 sur 15 et les 14 autres se sont barrés. Donc c'est cool de faire des formations comme ça sur l'enrichissement en France et de laisser supposer faire des promesses, mais c'est des promesses qui sont intenables et la preuve étant leur propre exemple de leur vie perso. Donc voilà, fin de la parenthèse. Si vous avez envie de faire confiance à quelqu'un qui fait, vas-y, fais ce que je te dis, mais fais pas comme moi. Moi, j'ai été élevé avec une mère qui faisait ça, justement. Fais ce que je te dis, mais fais pas comme moi. Donc moi, c'est la poubelle directe. Ma mère, elle a pris la poubelle. Quelqu'un qui est comme ça, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est fiable, c'est pas quelqu'un qui a sa place dans ma vie et dans ma réalité. Je pense qu'il vaut mieux faire confiance aux gens qui font ce qu'ils disent qui font pour eux-mêmes ce qu'ils proposent aux autres. Voilà, alors mis à part tout ça, je reçois aujourd'hui un email et là, vraiment, pour moi, c'est la faille actuelle de la France depuis 10 ans. Alors, je vais vous le lire et puis ensuite, on va discuter des deux points qui sont quand même un peu casse-gueule, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, salut Charles, je suis né pauvre et sans étirage, mais j'ai créé une petite société de construction en Bretagne il y a 5 ans qui fait 400 000 € de chiffre, ce qui me permet de vivre normalement. Activité dans la construction en France, c'est une activité... c'est un bon secteur, puisque les travaux publics, les stimulations, les programmes, vous savez que la France pompe énormément d'argent, mais en réinjecte une partie, c'est pas complètement détourné par les élites, et donc la manière dont c'est réinjecté dans l'économie, alors c'est via les travaux publics, et donc la construction en France a toujours été une activité assez forte, même si les mains sont toujours amies du pouvoir quand on réinjecte de l'argent public dans la construction. Néanmoins, il doit y avoir quelques miettes qui traînent à récupérer dans la construction, même si on ne fait pas partie du pouvoir. Cela dit, c'est quand même 50 fois mieux d'être franc-maçon pour faire de la construction. Il n'y a pas photo 2 secondes. Je me suis lancé il y a 6 ans, lorsque j'avais 25 ans, dans la construction de ma résidence principale, que j'ai conservée 3 ans et que j'ai revendu avec un beau bénéfice non imposable, car la vente de la résidence principale en France n'est pas imposable. J'en ai construit d'autres, j'ai revendu donc en 6 ans 3 maisons et accumulé 280 000 € de côté. J'ai aussi construit plusieurs maisons pour la location, j'en ai actuellement 4 qui sont louées facilement 900 € chacune. J'en ai reconstruit 2 pour l'année 2022 et je revendrai le tout pour 2025 maximum pour m'expatrier, entreprendre ailleurs avec une fiscalité plus avantageuse et des gens moins cons qu'en France. Petit coup de coude. Pourquoi on se déteste tous en France? On ne se déteste pas tous, c'est vraiment qu'il y a plusieurs univers... On n'est pas compatible en fait. Il y a toujours cette élite entrepreneuse d'une valeur mondiale, encore une fois, qui est extrêmement, vraiment extrêmement intéressante. Il y a 2, 3, 4 millions de mecs, franchement, c'est de l'or en barre. Et puis, il y a aussi ces espèces de parasites en masse. Donc, on est vraiment coupé, en fait. C'est ça qui est le drame de notre pays, je trouve. Donc, actuellement, si je vends tout mon immobilier, je suis à 530 000 € après impôt. Le mec, il a 30 ans, balèze, en partant de zéro. Et en France. Et j'espère arriver au million avec mes 2 autres projets pour faire suite à ta vidéo sur le fait de créer 1 million en 10 ans. C'est possible, clair, en prenant des risques, clair, et en jouant, et là on va y arriver, avec l'administration fiscale et le flou juridique sur la revente de résidence principale tout en étant du secteur de la construction, bien sûr. Le mail est vraiment super, c'est super sujet. Sympa si tu as eu ce mail, ça fait des années que je te suis et j'ai acheté quelques formations, bonne continuation. Alors, le premier truc qui est important, c'est de comprendre que l'immobilier pendant un siècle n'a créé absolument aucune valeur en France. Même vous pouvez monter à 1840, du temps d'Édouard Valis, quand j'habitais en France, j'ai fait cette opération statistique. Les notaires de Paris, parce que les statistiques ne remontent qu'à Paris jusqu'en 1840, ont publié la valeur de l'immobilier et vous avez également sur l'INSEE des statistiques assez anciennes sur le niveau d'inflation. Donc si vous prenez les 2 séries, immobilier Paris plus inflation, vous comprenez que pendant 100 à 120 ans, 130 ans, je ne sais plus, il n'y a jamais eu de création de valeur dans l'immobilier, juste pendant 2 périodes. Mais la plupart du temps, sinon, c'était soit de la stabilité, soit une destruction de valeur. Nous sommes actuellement dans une configuration de l'histoire économique qui est très spécifique. D'abord en plus parce que la France a renoncé à
sa souveraineté monétaire et politique obligataire, donc au profit de l'Europe. Donc on est vraiment dans une config depuis 20 ans qui est très spéciale, qui permet à l'immobilier de créer de la valeur. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, parce que les prix commencent à augmenter. Il y a une différence majeure entre l'immobilier et la bourse, c'est que les actions peuvent crever le plafond à n'importe quel prix, ou même on a vu avec le pétrole en mars 2020 qui est devenu négatif, à une valeur négative, ce qui s'était jamais vu dans l'histoire. Ça ne pose aucun problème. Ce qui pose un problème, c'est l'immobilier, parce qu'à un moment, il faut bien que les gens y vivent avec un toit sur la tête et qu'ils puissent payer ce toit. Donc il y a une élasticité au prix dans l'immobilier par rapport aux transactions qui est réelle, alors que la bourse, excusez-moi, mais si on est tous d'accord pour payer Amazon, si on est tous d'accord pour payer Tesla 500 fois ses profits, et ben Tesla cotera ses 500 fois ses profits, même si ça s'est jamais vu, et ça pose aucun problème, et ça dure depuis quelques années, et voilà. Donc il y a quand même une différence entre l'immobilier, c'est qu'on en arrive à des niveaux de décalage entre les salaires et la valeur de l'immobilier qui est assez aberrant. Donc ça, c'est un premier bémol. Donc est-ce que la tendance à la hausse, parce que tout ce projet-là repose sur le fait que les prix immobiliers montent et ils montent plus vite que l'inflation, et donc actuellement il est dans la bonne période pour faire ça. Donc ça, c'est le premier point. Néanmoins, c'est réellement une faille dans le système, mais comme il le précise très honnêtement, il faut bien sûr appartenir au secteur de la construction. Donc il faut en faire son métier principal pour pouvoir bénéficier de cette faille. La construction, ça reste quand même quelque chose de manuel, de bien spécifique, qui n'est pas accessible à tout le monde. Moi, personnellement, si je plante 3 clous, le troisième, je vais finir à l'hosto parce que j'aurais pris le marteau pour taper sur mon dos au lieu du clou. Donc chacun a ses points forts, ses points faibles dans la vie. Donc il faut appartenir au secteur de la construction, il faut être manuel. Et il faut que le marché immobilier monte encore une fois plus vite, les prix au mètre carré montent plus vite. Donc il ne faut pas se gourer sur les zones géographiques parce qu'il y a des zones en France qui ne montent pas et d'autres zones qui montent. Donc il faut avoir une intelligence du marché immobilier et de la demande immobilière en termes de maisons. Il y a un certain nombre de compétences qui sont nécessaires pour arriver à faire ce qu'il est en train de faire. Néanmoins, oui, c'est possible, mais c'est surtout, on va arriver sur le truc que je veux discuter, et puisqu'il le précise très bien, il emploie le très bon, en jouant avec l'administration fiscale et le flou juridique sur la revente de la résidence principale. Donc tout est là-dedans. Donc actuellement, oui, il y a une faille, on peut effectivement construire une maison et la revendre sans impôt. Donc en 6 ans, j'ai construit 3 maisons que j'ai revendues et j'ai mis 300 000 de côté. Oui, c'est une faille. La question, c'est combien de temps, ou je ne sais pas quels sont les scores. Encore une fois, je suis complètement out et j'ai aucun contact avec la fiscalité française. C'est vraiment pas un sujet que j'ai envie de mettre dans mon cerveau. Mais les questions qui sont soulevées sont très intéressantes. À partir de combien de maisons revendues, l'administration fiscale considère que c'est une activité pro et elle requalifie ces revenus-là en pro et non plus en perso. Auquel cas, à mon avis, le fait de ne pas être imposable sur la vente des maisons va sauter. Donc ça, si vous avez la réponse, je ne sais pas. Mais la stratégie est forcément vouée. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire par exemple 3, 4, 5 OP de plus pour arriver à son million en 10 ans sans se faire cartonner par l'administration fiscale. On en revient toujours à la même histoire dans toutes les vidéos que je vous fais sur cette série, c'est que il y a un moment en fait, s'il y a une faille, l'intervention de Bercy et de l'administration fiscale fait que cette faille disparaît, ou alors il laisse la porte ouverte et c'est requalifié de manière à discrétion de l'administration fiscale, donc il y a un risque de contrôle. Donc on en revient à l'idée de faire de l'argent en France en ayant peur de se faire contrôler fiscalement, donc en restant sous les radars, etc. C'est toujours pareil, il n'y a pas d'exemple concret où on peut avoir pignon sur rue, on peut profiter de son argent accumulé pour améliorer son confort matériel et son standing de vie. À ce jour, je ne connais pas de possibilité de le faire en France sans se faire matraquer d'au moins les 2 tiers, donc que ça ne devienne pas possible. En fait, tout le jeu est fermé à partir du moment où il y a des ouvertures et des failles. Et je sais que cette stratégie, c'est celle qui est recommandée dans les formations d'enrichissement pour les mecs qui veulent rester en France. Il y a un risque fiscal majeur, on ne sait pas. Je n'ai pas les chiffres, mais je doute que la France laisse des mecs accumuler 1 million d'euros en 10 ans en faisant des allers-retours sur une maison principale. Je ne sais pas quel est le chiffre, encore une fois, qui déclenche le contrôle et la requalification, mais il y a un risque qui est forcément présent. Donc l'avantage de s'expatrier et de vivre dans un pays qui est pas pervers comme ça, c'est de pouvoir travailler au jour le jour sans jamais se poser ce genre de questions. Je me pose jamais ces questions depuis 12 ans. Je me suis barré de France en partie parce que j'ai pas envie de me réfléchir sur ces questions-là. J'aimais pas vivre dans la peur. Donc voilà.
Alors après, j'ai reçu pas mal d'emails qui me demandent pourquoi. Donc moi, je communique de plus en plus sur Twitter parce que c'est finalement quelque chose qui me convient bien. Donc pourquoi on est dans ce merdier là, de la France, de l'Europe, de tabassage d'impôts? D'abord, c'est pas un merdier européen, c'est un merdier mondial. Donc ce matin, j'ai mis le graphique qui répond à la question pourquoi sans trop de difficultés. C'est comme je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, je collecte les datas économiques global macro et j'aime bien avoir des séries sur un siècle. Donc ce genre de graphique pour moi ça a de la valeur parce qu'on a une vision voilà, sur un siècle d'évolution de la société, un peu plus 120, 110 ans aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à différentes périodes de l'histoire, le top 0,1%, qui est ici en rouge, la courbe rouge, accumule plus de richesses que le bottom 90% de la population. Donc en fait, on prend d'un côté l'ensemble de la population, 90%, et de l'autre, on prend le top 0,1%, et on compare la richesse, et on s'aperçoit que par les moments de l'histoire, et notamment au début du XXe siècle, le top 0,1% avait plus de pognon que le peuple. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on met les compteurs à zéro, et donc ça va bien jusqu'en 1980, grosso modo. Et après, ça repart en couille et on arrive à nouveau à la situation des deux guerres mondiales. Donc avec une petite minorité infime qui contrôle le pays et le peuple. Donc pourquoi? Mais pourquoi derrière? C'est pas du complot, c'est une réalité. Voilà, ce chiffre-là est une réalité. Le capitalisme a été remis en place après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 80, date à laquelle Mitterrand arrive, date à laquelle en fait la social-démocratie communiste. D'un côté, le communisme s'effondre en Russie, et de l'autre côté, la social-démocratie communiste reprend ses droits dans tout l'Occident. Donc en fait, aujourd'hui, on nous vend un système qui est censé être patriarcal, alors qu'on est dans une matriarcale. On est vraiment dans un système matriarcal avec le pouvoir aux femmes qui est complètement foireux, et après on nous vend qu'on vit dans du capitalisme et que le capitalisme c'est mal et ça détruit, alors que nous sommes dans une social-démocratie mi-communiste qui n'a plus rien à voir avec le capitalisme. Et à quoi aboutit des systèmes comme ça? C'est les mêmes, le 20e siècle, 19e siècle, ou ce qu'on a depuis 40 ans ou 45 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des gens qui croient à une idéologie, qui est une idéologie sociale qui est complètement mensongère, qui consiste à penser que voilà, tout pour eux et rien pour le peuple, et tout le monde en esclavagisme. Ça, c'est une volonté politique. On a des déclarations dans les années 60, moi je les ai lues, de la Fondation Rockefeller, qui explique qu'on va refoutre les femmes au travail sur le marché pour les détruire la cellule familiale, et on va endoctriner les enfants dans une école qui va leur laver le cerveau, comme ça sera des esclaves pour les entreprises. C'est déclaré dans les années 60. Qu'est-ce qui se passe? On prend les statistiques américaines, on voit que les femmes commencent à arriver sur le marché du travail, ça explose dans les années 70. Et puis, au bout de 2 générations, plus personne ne sait ce que c'est qu'une vraie mère. Il n'y a qu'à aller voir les mamans animales pour comprendre ce que c'est que la vraie maternité, le vrai maternel, le vrai féminin sacré. Voilà, on le trouve dans le monde animal, mais on ne le trouve plus chez les humains. Et tout ça, c'est un projet politique. Il y a des gens qui sont derrière, qui croient à ça. Nous savons qui c'est. Je veux dire, d'ailleurs, au XXe siècle, toute l'histoire est fausse. Si vous remontez au XIXe siècle, il y a énormément d'auteurs où il n'y avait pas de censure comme il y a depuis un siècle. Donc, moi, je vous invite. En plus, ces livres sont gratuits, vous pouvez les trouver dans Google. L'autre jour, j'ai vu passer un mec qui s'appelle Gustave Flaubert. Vous avez dû étudier comme moi à l'école française en première ou en seconde, parce qu'il me cassait les burnes avec toute cette période, et machin, et les poèmes et les couchers de soleil, j'y comprenais rien, ça me pétait les burnes. Mais Gustave Flaubert, ça doit vous. Je crois que c'est Madame Bovary, non, je sais plus. Bon, bref, il a écrit un roman qui s'appelle. Un roman qui s'appelle Salomé. Alors, je ne sais pas si c'est un roman, mais on va dire que c'est un roman. C'est plus pratique, c'est moins casse-gueule. Donc, dans Salomé, il l'a manifestement étudié parce que ce système, ces statistiques-là, il ne les avait pas. Lui était dans le passé, donc il devait être dans un univers comme ça. Et donc, il a étudié. Il a été chercher, il a essayé on va dire, il a essayé comme ça ça va me protéger. Il a essayé de trouver des réponses à pourquoi c'est toujours le même système de merde, quels étaient les relents. Moi, je vous invite à le lire parce que c'est toujours ce que je vous ai dit. D'ailleurs, je l'ai dit dans une interview. Dans cette interview-là, Charles Doper, interview sans filtre, conditions du live, dans laquelle vous trouverez une déclaration un petit peu osée, mais pour moi, j'ai toujours pas changé d'avis. Quel est le plus gros enculé de la Terre? Donc la réponse, c'est la même réponse que Gustave Flaubert a obtenue un siècle avant moi. La
la constitution de cette plus grosse enculée de la Terre, c'est pas pour rien qu'on a brûlé pendant 1000 ans, pendant le Moyen-Âge, des gens. Ça s'appelle le culte du Moloch. On sait très bien que la religion catholique est fondée là-dessus. Et voilà, et ces gens-là, ils crament les autres, ça doit leur donner probablement des pouvoirs, c'est pas les seuls, d'autres personnes comme ça, c'est une réalité, on a brûlé mais des millions de femmes, des millions de chats, des millions pendant des siècles et des siècles et des siècles. C'est pas un hasard, il y a un culte derrière qui est fondateur de la religion judéo-chrétienne, et le pourquoi de ça là, trouve les réponses dans le pourquoi de ce qu'il y a derrière les religions, de ce qu'il y a derrière le Vatican. C'est la dualité, à mon avis, humaine sur Terre. Il n'y a pas moyen d'y couper. Il y a besoin de... je sais bien, mon cher et adoré Oscar au Costa Rica croit dur comme fer au petit Jésus-Christ qui ressuscite et à chaque fois qu'il rentre dans une église, blablabla. Il croit... C'est une fiction complète, à mon sens, en tous les cas. Et la social-démocratie, c'est ni plus ni moins que le reflet économique de notre situation religieuse dans le monde. Donc actuellement, depuis 45 ans, le capitalisme n'existe plus et on va obligatoirement ça va repéter parce qu'on ne peut pas comme ça durablement avoir 0,1% de mecs qui nous mettent en esclavagisme via une fiscalité française qui empêche. Les gens deviennent fous, on va devenir fous. Tous, si on ne peut pas grimper, si on ne peut pas se réaliser, il y a un moment on pète tous des urites. Ça a déjà été le cas dans le passé, ça va revenir. Donc actuellement, j'essaie de vous montrer à travers la vidéo qu'il n'y a quasiment aucun espoir, à moins d'aller dans du flou juridique, comme ce lecteur client nous expose, mais en prenant des risques. Et il le dit d'ailleurs dans son message, je vous le remonte, à condition de prendre des risques. Mais on est avec le risque de se faire tabasser par la force policière et la brutalité de l'État. Mais actuellement, on va vers... Ça ne peut pas fonctionner. Une société comme ça ne peut pas fonctionner. Et alors, si vous croyez 2 secondes que des entrepreneurs normaux appartiennent au top 0,1%, alors là, vous n'avez rien compris au film. Sachez bien que les médias français vous l'expliquent, mais c'est totalement faux. Le top 0,1%, c'est 1, de l'héritage, 2, des chefs d'entreprise qui vivent des dépenses de l'État qui sont recyclées via des grands contrats. 3, c'est du vol, des mafias en tout genre, donc qui bénéficient donc, de la corruption de politiciens pour pouvoir œuvrer et activer des denrées et des services qui sont illégaux et qui ont l'accord des gouvernements. Je ne citerai pas le trafic de drogue notamment. Et donc, mais à aucun moment, on a des mecs comme vous et moi qui appartenons au top 0,1%. Il y en a un de temps en temps, et encore, il va se faire massacrer en mode Bernard Tapie ou Donald Trump. Mais 90%, c'est un espèce d'univers d'élite avec les enfants qui naissent et qui sont élevés aux mêmes endroits. Et voilà. Et en fait, il n'y a absolument aucune possibilité pour nous d'arriver dans le top 0,1%. Après, moi, j'ai pas envie d'y aller, j'en ai rien à branler. Mais c'est pas ça le truc. C'est qu'il y a un moment, je suis quand même dans une position favorable dans ce monde. Donc, je ne vais pas me plaindre. Vraiment, je ne me plains pas du tout de ma position. Mais énormément de personnes qui ne sont pas du tout dans des conditions favorables de vie et qui en plus n'ont zéro espoir. Alors, on leur ment. Et ça, je suis assez dérangé par ce que font les youtubeurs en France en vendant un espoir d'enrichissement qui n'est quasiment impossible, à moins de défier l'administration fiscale dans des zones de flou et on ne sait pas comment ça se termine sur le long terme. Mais la réalité, c'est qu'on est déjà en état de pré-esclavagisme. C'est trop tard, comme je dis dans mes différentes vidéos, ça y est, la messe est dite. Donc ça ne peut que se terminer dans un bain de sang, dans une révolution, dans un reboot de système d'une manière ou d'une autre. C'est trop tard, c'est foutu le système actuel. Donc, pour moi, en conclusion, quand on est honnête, quand on essaye d'être honnête et pas se foutre de votre gueule, je réitère mon conseil qui est de fuir la France, l'Europe, le western, donc l'Occident, le monde occidental, parce que c'est fini. Le monde occidental n'existe plus comme on nous l'a proposé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il faut migrer dans des zones qui permettent encore ce mode-là de vie, qui est quand même un mode de vie plus acceptable. Donc moi, je ne sais pas quoi faire d'autre que de vous dire, fuyez. Voilà. Alors si vous me demandez pourquoi j'ai fui la France, je me suis appliqué donc à moi-même ce que je vous recommande de faire. C'est tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de mettre des mots sur la réalité du système en France grâce à Sarkozy. C'est qu'en fait le peuple français, mais les peuples occidentaux d'une manière générale, ils confondent littéralement les grandes fortunes avec la bourgeoisie, c'est-à-dire les petits entrepreneurs, les gens qui font entre 500 000 euros et puis quelque part entre 5 et 10 millions d'euros, tout ce range de mecs qui sont généralement dans le top entre 0,2% des fortunes jusqu'à 1% ou 2% de la population. Donc, c'est quelques centaines de milliers ou quelques millions de personnes dans les différentes économies occidentales, ce qu'on va appeler la bourgeoisie. Et
ces gens-là, en fait, sont assimilés au capitalisme qui fait du mal. Et les grandes fortunes, hein, au contraire, sont intouchables, héritage, machin, enfin voilà. Et donc le peuple soutient les grandes fortunes contre la bourgeoisie. Alors que, comme on vient de voir avec le graphique, les grandes fortunes sont là pour nous mettre en esclavagisme, alors que c'est la bourgeoisie qui va nous tirer par le haut, qui va faire profiter pour tout le monde. On sait très bien que la majorité des emplois sont créés par les PME, petites et moyennes entreprises, donc les entreprises bourgeoises, et les grandes multinationales, c'est sans foi ni loi et c'est un enfer. Le souci, c'est que le système politique est totalement organisé via bien sûr des grands concepts auxquels tout le monde, tout le peuple débile signe pour le socialiste. Ouais, je vais prendre aux riches. Et comme vous pouvez le voir, en fait, l'État ne prend jamais aux vrais riches, aux grandes fortunes, le top 0,1%. Jamais on lui prend à lui. On prend toujours aux bourgeois pour donner aux pauvres, en fait. Pendant ce temps-là, qui tient l'État? Eh ben, les grandes fortunes. Donc on est dans une aberration. Puis c'est tellement énorme et il y a tellement de gens qui n'arrivent même pas à le voir qu'à un moment, dans un mouvement d'humeur, on se dit je me barre, ils sont trop cons là-dedans. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'aimer en France et dans le reste de l'Occident. Maintenant, on arrive à des fragmentations de société. C'est pas possible qu'on se parle et qu'on se comprenne. C'est pas possible, quoi. D'un côté, on a des cons, effectivement, qui voient rien, qui sont complètement aveugles, qui comprennent rien. De l'autre, on a des pervers, sociopathes, grande fortune, qui jouent pas avec les règles du jeu. Et au milieu, il y a toute la bourgeoisie niquée qui se fait baiser et par les mecs du dessous et par les mecs du dessus. Donc, c'est ça le truc. Donc, moi, tant qu'on met pas les mots là-dessus et qu'on le voit pas, évidemment, mais pour vous qui venez sur Objectif Éco, normalement, vous l'avez déjà compris, ça.